Embêtant. Donc je vais commencer par une petite introduction et puis ensuite une présentation de notre invité du soir. Donc je vais, si vous voulez bien, vous raconter une histoire. Elle pourrait être très longue, mais je vais la raccourcir, d'autant plus qu'on a perdu un petit peu de temps. Il était une fois un homme, velu, mal rasé, presque nu, hirsute, s'exprimant difficilement avec une massue dans la main, nu-pied, grelottant au fond d'une caverne en regardant peut-être le plafond et se disant certainement au fond de lui, il fait froid, ça caille. Vous l'avez reconnu, il y a un piège, je vais vous aider. Vous avez le choix entre l'homme moderne, celui du XXIe siècle, attendant désespérément que le vent se lève et fasse tourner les pales des éoliennes pour assurer son chauffage, ou bien plus prosaïquement, l'homme préhistorique. Quelque temps plus tard, un autre homme, dans la même caverne, frottant deux cailloux, allume un feu et y brûle du bois. Il engage sans le savoir ce qui constitue le début de la relation entre l'homme et l'énergie. Poursuivons cette remontée dans le temps. Un autre homme, vêtu d'une peau de bête, tissée avec des lanières, s'approche d'un bœuf et entreprend de labourer son champ. La force de l'animal lui facilite le travail, et de quelques arpents à plusieurs hectares, cet homme commence à cultiver de quoi nourrir sa famille et sa communauté. Accélérons le cours du temps. De l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, 95% de l'énergie mondiale consommée le sera avec le bois. Les besoins en métallurgie, en industrie, sont tels qu'il est indispensable à l'homme de trouver une autre source énergétique. Ce sera le charbon. Le couple charbon-vapeur va révolutionner l'humanité. Les machines font leur apparition, on produit plus vite, et avec moins de capital humain. Mieux, on se déplace plus vite, avec l'apparition du chemin de fer. Cette révolution industrielle va générer de nouveaux besoins, va démultiplier les échanges économiques, notamment internationaux, et diffuser la technologie à tous les étages de la société. Les techniques vont évoluer, et de quelle manière? Au milieu du XIXe siècle, le premier forage d'un puits de pétrole par le colonel Drake aux États-Unis sera le point de départ de l'exploitation d'une nouvelle énergie qui, dans un premier temps, servira de combustible pour les lampes, mais dont la découverte de son raffinage va là aussi bouleverser jusqu'à aujourd'hui le monde. Transportable dans un bidon, liquide, donc on peut aisément le répartir à souhait, avec presque aucune déperdition entre son extraction et son raffinage, le pétrole et ses dérivés constituent encore aujourd'hui l'énergie la plus accessible et la plus rentable. Donc nous le voyons donc, en l'espace de 10 000 ans, l'homme a fait du chemin et s'est résolument tourné vers la modernité, le progrès, en améliorant de façon substantielle ses conditions de vie et de travail. Oui, l'énergie est source de progrès. Alors bien sûr, elle est depuis plusieurs décennies au centre des convoitises, car sans énergie, pas d'économie. Pour reprendre les termes de Charles Gave, l'économie, c'est l'énergie transformée. Alors oui, on exploite à tout va. Mines de charbon, gisements de gaz, pétrole et autres énergies contribuent malheureusement chaque jour à une forme de désastre écologique, car c'est un fait, l'homme ne sait pas extraire ces minerais sans bouleverser et modifier durablement la nature. C'est bien là le reproche des écologistes, et il est fondé. Depuis 70 ans, la France s'est dotée de moyens technologiques lui permettant d'assurer son indépendance énergétique grâce à l'énergie nucléaire. Et alors que la plupart de nos voisins continuent à miser sur le charbon, la France a développé une filière de compétences unanimement reconnue dans le monde entier. Mais là aussi, il faut extraire l'uranium, et là aussi, les changements écologiques sont majeurs. Pire, cette énergie fait peur. N'a-t-on pas eu 3 catastrophes nucléaires majeures en l'espace de 50 ans? Three Mile Island, Tchernobyl, Fukushima. Pire, dans l'esprit de beaucoup, et malheureusement, le nom même du nucléaire est associé à la bombe atomique. Que se passerait-il en cas de fusion d'un réacteur? Quelle retombée? Ne parle-t-on pas encore du fameux nuage de Tchernobyl miraculeusement stoppé à notre frontière? C'est avec ces peurs qu'un discours s'est progressivement constitué. Un discours porté, nourri par des scientifiques, mais aussi des hommes politiques, pour justifier l'arrêt de cette spécificité technologique française. Et pour la remplacer par quoi? Du vent, diront les grincheux. Il est vrai que sur le papier, l'éolien a tout pour plaire. Peu onéreux dans sa construction, pas besoin d'extraire un minerai et donc polluer la terre. Il n'y a qu'à attendre que le vent tourne, un peu comme notre homme tout à l'heure. Alors qu'en est-il exactement? Cette énergie est-elle si vertueuse et répond-elle aux objectifs fixés au départ par ses promoteurs? Quels sont les intérêts cachés de cette nouvelle filière? Est-il raisonnable de sacrifier une filière d'excellence sur l'autel de l'écologie au risque de perdre cette indépendance énergétique? C'est ce que nous verrons ce soir avec notre invité Fabien Bouvet, expert énergétique,
Vous avez écrit deux ouvrages majeurs, l'un sur les éoliennes et puis l'autre sur la technologie du nucléaire. Donc ce sont deux livres qui se correspondent bien, qui se font face. Et donc je vous invite à vous présenter peut-être un petit peu plus dans le détail et puis à débuter votre conférence. Voilà. Merci à vous, je vous demande d'inviter à l'applaudir. Merci beaucoup. Merci de votre invitation et merci d'être présent ce soir pour cette intervention qui sera sans vidéo projetée derrière. Donc je vais improviser en essayant de vous donner quelques clés dans cette crise actuelle, crise de l'énergie, crise dite climatique, des éléments de discernement sur le sujet de l'énergie, parce que sur le sujet, il y a de nombreuses fausses informations et manipulations de l'information. Alors moi, j'ai commencé ce travail sur l'énergie en luttant contre l'implantation d'une centrale éolienne à côté de mon domicile, enfin à côté d'une résidence que j'étais en train de restaurer en Normandie. Et ce sujet a changé ma vie puisqu'il m'amène devant vous aujourd'hui et il m'a amené à écrire 2 livres. Je ne vais pas rentrer dans les détails de plusieurs années puisque je lutte sur le sujet de l'énergie depuis 12-13 ans maintenant. Le temps passe. Et donc j'ai d'abord écrit ce livre Éolienne, la face noire de la transition écologique en 2019, après des années de lutte acharnée contre les aérogénérateurs industriels. Et ensuite j'ai profité de la crise dite sanitaire pour rédiger un autre livre que j'ai proposé à mon éditeur qui s'appelle Nucléaire, les vérités cachées, tant les informations sur le nucléaire me semblaient parcellaires. Je précise que ces 2 livres sont des livres que j'ai rédigés de manière extrêmement rigoureuse, de manière extrêmement sourcée, et donc tous les éléments que j'apporte sont des éléments documentés, sourcés sur la base de dossiers publics, de rapports publics, d'informations du ministère de l'écologie, des propres informations des promoteurs éoliens qui sont riches d'enseignements, des rapports du GIEC, des atlas du GIEC, de nombreuses informations officielles, de rapports de l'OMS, de la santé, et il suffit de cueillir ces fruits mûrs pour donner un visage absolument épouvantable de la problématique énergétique. D'abord, en préalable, un premier point que je voudrais dire, c'est que, comme toute activité humaine du reste, il n'y a pas de mode d'électricité ou de mode de production d'énergie qui ne soit pas impactante sur l'environnement. C'est ce que j'appelle dans mon livre, il n'y a pas de source d'électricité à l'Immaculée Conception. Voilà, il n'y a pas d'Immaculée Conception de l'énergie. Les éoliennes, malgré le fait qu'elles soient blanches, ont un impact, à l'occasion d'y revenir. C'est le cas également pour le nucléaire, il ne faut pas du tout le nier. Mais on verra qu'en réalité, lorsqu'on fait la balance des intérêts, la balance des points négatifs et la balance des points positifs des sources d'électricité, il est absolument incontestable que l'électricité d'origine nucléaire est le mode de production d'électricité le plus vertueux, le moins mortel, largement moins mortel, parce que voilà, on aura l'occasion d'y revenir. Donc, dans ce schéma-là, j'avais proposé à mon éditeur ce livre sur le nucléaire, et malgré moi, voilà, ou alors avec une préscience de plusieurs années de réflexion, ces 2 livres se sont interconnectés avec l'actualité. Puisque j'ai écrit d'abord mon livre sur les éoliennes il y a 2-3 ans, remanié 2022 pour les éoliennes, et mon livre sur le nucléaire est sorti en octobre 2021, très exactement en septembre pour la presse, puisque le président Macron en a eu un exemplaire début septembre. Et force est de constater que mon livre anticipe déjà la crise énergétique que nous connaissons. Alors, il suffit de prendre le chapitre 7 de mon livre sur le nucléaire, qui s'intitule « Baisse du nucléaire, augmentation des coupures et des factures », où j'explique techniquement,
mécaniquement, mathématiquement, que nous allons vers des pénuries d'électricité et une explosion des factures d'électricité. C'est simple. C'est extrêmement simple. Alors quand je vois le MEDEF qui vient dire hier « Oh là là, catastrophe !» Sauf que je leur avais envoyé mon bouquin. Ça fait juste 1 an qu'ils ont l'information. Ils ont une capacité d'anticipation égale à 0. Non mais c'est un véritable problème. Et force est de constater, puisque depuis quelques mois je côtoie, je suis obligé de former des députés et des sénateurs, de faire de la formation. C'est dire à quel point le monde politique, et moi je suis assez atterré, le monde politique qui nous gouverne ne connaît rien aux questions énergétiques. Il est complètement manipulé par les lobbies, et en particulier des lobbies anti-français de l'éolien, mais j'y reviendrai. Je vais essayer de faire en 30 minutes un petit panorama rapide, et puis après, avec l'échange avec vous, on étoffera. Je vais d'abord vous parler de l'éolien sur sa productivité. Première fausse information, première idée reçue, propagée par les promoteurs éoliens, les éoliennes sont productives. Je vous rappelle que depuis 20 ans, on est censé remplacer, depuis l'arrêt Cochet de 2021, on est censé remplacer notre parc électronucléaire, qui assure 70% de notre électricité, par des éoliennes. C'est depuis 2021 que Cochet, ministre de l'Environnement, a donné des subventions aux éoliennes pour assurer leur développement. C'est en 2012-2013 que Hollande demande à son député, le François Brottes, qui deviendra patron de RTE, de promulguer la loi de baisse de la part du nucléaire à 50% pour assurer le développement des éoliennes à côté. Donc, le moment clé, c'est vraiment 2012. 2012-2013, quand Hollande accède au pouvoir, baisse de la part du nucléaire, qui conduit à la volonté de fermer 25 réacteurs nucléaires, 14, et de fermer Fessenheim, c'est un exemple, qui nous manque bien aujourd'hui. Et en même temps, et on était déjà dans le en même temps, à développer l'éolien de manière intensive. Surtout depuis 2013, on a commencé en 2001, et 2013 avec toujours François Brottes, le député François Brottes, qui promulgue tout un tas de dispositions pour accélérer le développement des éoliennes. Alors les promoteurs éoliens nous disent, eh bien écoutez, puisqu'on ne sait plus construire des centrales nucléaires, il faut accélérer l'installation d'éoliennes. Et d'ailleurs, nous sommes actuellement en cours dans une loi d'exception qui est déposée à l'Assemblée nationale pour outrepasser toutes les règles du droit. Il devient d'intérêt général de contribuer à l'atteinte aux espèces protégées dans la loi. Donc ça n'est plus un problème, ce sera d'intérêt général. On supprime les voies de recours des concitoyens en supprimant le premier degré de juridiction, le deuxième degré de juridiction, on ira directement au Conseil d'État. On prévoit de supprimer la possibilité des maires d'avoir leur mot à dire. Bref, on outrepasse toutes les règles du droit. C'est une véritable totalitarisme éolien. Et pour ça, le président Macron et Agnès Pannier-Runacher, comme je l'appelle, voudraient nous dire, mais on a une crise énergétique, on va faire plein d'éoliennes et on va résoudre cette crise énergétique parce qu'on n'est pas capable de construire la centrale nucléaire. Et donc, je voulais revenir sur cette idée reçue. Première idée, les éoliennes sont productives. Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a une donnée, des bases de données du ministère de l'écologie qui nous donnent le mix énergétique de la France. C'est simple, le mix énergétique, c'est l'ensemble de l'énergie consommée, l'énergie primaire consommée en France par les Français. C'est une donnée qui est donnée sur les sites du ministère de l'écologie. Et le mix énergétique, c'est 2600 TWh. Nous consommons en énergie primaire 2600 TWh. C'est facile. 40% de ces 2600, c'est du nucléaire. 55%, c'est du fossile, gaz, pétrole, charbon. Et il y a un peu de renouvelable,
autour de 12%, mais dans le 12%, on a les barrages hydroélectriques. Alors sur ces 2600 TWh, donc ça c'est le mix, c'est tout ce que nous consommons en énergie primaire. Ce que nous importons ou que nous produisons sur place. On produit à peu près 1000 à 1200 TWh en France. Donc tout le reste est importé. L'éolien représente 1,6% de ces 2600 TWh. C'est-à-dire que nous faisons tout ce cinéma. On nous dit on va décarboner la France, on va éviter le fossile, alors que nous avons 55% de consommation de fossiles et qu'on a 1,6% d'éoliennes. C'est-à-dire que si on double le nombre d'éoliennes en France, on parviendra bon an mal an à 3%. C'est pas ça qui va empêcher qu'on consomme du fossile. Le problème suivant, c'est qu'une éolienne ne produit que 21,6% de sa capacité maximale de production. Alors ça s'appelle le facteur de charge. Pour ceux qui ne sont pas très matheux, je vais vous expliquer, c'est extrêmement simple. Le facteur de charge, écoutez-moi bien tous. Non, mais parce que c'est une notion très importante. Une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. On regarde ce que produit une unité de production électrique. Bon, une éolienne, ça fait 2 MW de puissance installée. On multiplie par le nombre d'heures dans l'année. En France et partout, il y a 8760 heures. Ça nous fait une production théorique si l'éolienne fonctionnait tout le temps. Et on regarde ce qu'elle a produit. C'est le facteur. Et on fait le rapport. En quelque sorte, une éolienne, c'est comme une usine qui fabriquerait 100 voitures, qui aurait une capacité de production de 100 voitures dans l'année. C'est facile. Et puis, elle tournerait, on la ferait fonctionner 80% du temps. Voilà, les éoliennes peuvent tourner 80% du temps. Et pour autant, à la fin de l'année, l'usine de bagnoles n'aurait produit que 21 bagnoles et demie. C'est ça l'éolien. Je ne suis pas sûr que le directeur de l'usine, on lui dise tu es super productif. Hein. Deux choses importantes. 21,6%. Sauf que selon les chiffres de Copernicus de la Commission européenne, un institut, depuis 43 ans, on a eu la baisse record des régimes de vent. On n'a jamais eu autant peu de vent. Copernicus, hein. Et le GIEC, c'est formidable, c'est dommage, c'est pour ça que c'est... Le GIEC, dans son atlas, précise que l'Europe, compte tenu des modifications climatiques, est le pays où il va y avoir des baisses notables de vent. Alors, je vais encore aller plus loin. Selon les chiffres de Copernicus, qui est une institution officielle de la Commission européenne, quand vous avez une baisse de 10% de vent, vous avez un coefficient 2,7 en puissance électrique. C'est-à-dire que si vous baissez de 10% le vent, vous perdez 27% d'électricité. Et le Macron et Pagnès Pannier-Runacher, elle voudrait nous faire croire qu'en multipliant les éoliennes, qui n'ont qu'un facteur de charge de 21% et dont on a actuellement les baisses historiques de régime de vent, on va régler la crise énergétique. C'est énervant, hein? Les 25 députés que j'ai formés mardi, ils étaient énervés. Très énervés. Deux choses importantes par rapport à la productivité. La première, c'est que selon une étude d'un économètre anglais, il a étudié la production électrique des éoliennes. Le facteur de charge, maintenant, il a pris les centrales éoliennes en Angleterre. Parce qu'il y a un autre problème. Attendez, c'est pas fini. Le premier problème, c'est que le facteur de charge des éoliennes toutes neuves, il a établi qu'en Grande-Bretagne, c'était 21% au bout d'un an. Au bout de 10 ans, 15%. Au bout de 15 ans, 10%. C'est-à-dire que plus l'éolienne produit, moins elle produit. Et au bout de 15 ans, elle arrive à 10. Attendez, troisième problème, c'est que
et d'ailleurs il y a des contentieux sur le sujet, c'est qu'on a constaté que plus on développait l'éolien, moins les éoliennes étaient productives. Parce que, en fait, donc on a mis beaucoup d'éoliennes en Europe, 30 000 en Allemagne, et les exploitants éoliens eux-mêmes se font des procès. Parce qu'il y a des voleurs de vent. Parce que si vous avez une série d'éoliennes là, et que vous mettez une autre série d'éoliennes un peu en amont, etc., et bien les éoliennes qui étaient là produisent moins qu'avant. Donc plus vous développez le parc éolien, moins vous produisez. Donc 3 raisons pour lesquelles c'est absurde, c'est que, donc je reprends, vous avez actuellement une baisse des régimes des vents historiques de 43 ans, vous avez la multiplication des éoliennes qui contribue à la baisse de production éolienne, et vous avez la diminution massive des facteurs de charge au bout de 21% au bout d'un an, 15% au bout de 10 ans, 10% au bout de 15 ans. Alors comment on fait? Comment on fait? Quand on n'a pas de vent, le circuit électrique, c'est comme le circuit sanguin. On a besoin toujours d'électricité. Sauf qu'une centrale nucléaire, c'est pas modulable. Sauf qu'en Allemagne, comme on a quitté le nucléaire, on n'a plus de centrale nucléaire. Alors qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a des centrales au gaz, au charbon et au pétrole. Pour compenser ce qu'on appelle des backups, pour compenser la baisse du vent, la baisse de productivité du vent. Et qu'est-ce qui s'est passé cet été, cette année, en 2021? Il s'est passé que, comme je vous l'ai dit, on a eu une baisse historique des vents. Donc les Allemands, ils avaient besoin d'électricité, on avait la reprise post-Covid. Et bien donc, ils ont demandé fortement, ils ont eu une baisse de 15% de la production éolienne. Et comme ils avaient un besoin, parce qu'il y avait une reprise post-Covid, et bien ils ont rallumé les centrales au gaz. Ce qui fait qu'on a eu une explosion du prix spot du gaz. Et comme, en vertu du Merit Order, le prix de l'électricité est indexé sur l'unité de production électrique la plus chère. Le prix de la centrale au gaz électrique ayant augmenté, ça a fait exploser le prix de l'électricité. C'est ça la crise énergétique auquel nous sommes confrontés. C'est que les Allemands, dépendant du fossile pour compenser les éoliennes dont la production baisse, sont obligés de se fournir en gaz de manière considérable. Et comme il n'y a plus le gaz russe, puisque 65% du gaz de l'Allemagne provient de Russie, eh bien ils sont obligés d'utiliser les centrales au charbon. Ils ont réouvert 15 centrales au charbon. Ok? Donc, on arrive à cette situation que, en réalité, cette politique de développement éolien, et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, il y a eu un article dans Newsweek en octobre 2021 en disant ne reproduisons pas la crise énergétique européenne qui est liée au développement des éoliennes. Personne ne le dit ça. On va dire c'est la guerre en Ukraine. C'est l'arbre qui cache la forêt. Ensuite, ça c'est les éoliennes sont productives. Ensuite, les éoliennes sont compétitives. Vous allez voir, ça c'est très intéressant. Vous avez dû probablement entendre parler dans les médias de l'inauguration par Emmanuel Macron de la centrale éolienne au large de Saint-Nazaire, qui a énervé beaucoup de monde, puisqu'ils ont mis les éoliennes à 12 km des côtes. C'est donc une centrale éolienne de 80 éoliennes sur 80 km². Et donc, c'est juste pour vous expliquer les échelles de valeur après la productivité. J'ai voulu comparer la production potentielle de cette centrale éolienne par rapport à une centrale nucléaire classique. Il y en a une, c'est Bugey, qui est à côté de Lyon. Centrale nucléaire de 4 réacteurs nucléaires de 3600 MW. Je me suis dit, combien d'électricité va produire ces 80 éoliennes? Alors j'ai pris le chiffre de Wind Europe, qui est le chiffre de la filière éolienne, mais qui est
aujourd'hui qui est plus bas, mais j'ai pris ce chiffre-là. C'est-à-dire qu'en réalité, le chiffre que je vous donne, il est inférieur normalement. En fonction des chiffres de facteurs de charge de la filière de Wind Europe, les centrales éoliennes de Saint-Nazaire vont produire 8% de ce que produit une centrale nucléaire, celle de Bugey. Pour produire l'équivalent en électricité de la centrale de Bugey, il faut donc installer 13 centrales éoliennes en mer, c'est-à-dire 1000 éoliennes sur 1000 km² de surface littorale. Et encore, on a une centrale nucléaire qui produit de l'électricité de manière régulière, puissante. Alstom, c'est un peu différent parce qu'Alstom, c'est plutôt pour les. C'est le principe, oui. J'imagine que les ingénieurs qui ont dû travailler, ils vont partir là-bas. Les Américains ont dû leur dire: tu touches combien? 20 000 euros, ben on te donne 100 000 euros. Tu vois. Voilà, c'est tout. Ils ont volé les brevets aussi, c'est possible aussi. Oh ben ça. Moi, je ne parle que des informations que j'ai. Je regarde le département d'énergie américain, il y a des articles dans la presse américaine, on voit bien tout. Enfin, Bill Gates est très content. Oui. Pourquoi 50% des centrales nucléaires sont en panne? Alors, elles ne sont pas très exactement en panne. Vous avez 58 réacteurs nucléaires, vous en avez 2 qui ont été arrêtés, ce sont ceux de Fessenheim, pour rien. Comme m'a dit, j'ai visité Fessenheim, la directrice m'a dit, en 2018, nous avions le meilleur facteur de charge, elle n'avait jamais aussi bien ronronné, aussi bien fonctionné. 2018. Alors pour préciser, pour vous énerver encore, c'est que quand Fessenheim tournait, nous exportions 11 TWh à l'Allemagne. Depuis qu'on a arrêté de Fessenheim, nous importons 11 TWh à l'Allemagne. Alors à l'époque, quand on exportait 11 TWh, ça nous rapportait plusieurs centaines de millions d'euros. Maintenant, avec le prix spot, qui est à 200, 300, 400 euros le mégawattheure, les 11 TWh qu'on importe d'Allemagne, ça nous coûte 4, 5 milliards d'euros. 4, 5, 10 milliards d'euros, ce qui contribue au déficit commercial de la France, évidemment, puisque nous avons atteint 100 milliards d'euros de déficit commercial dans la balance commerciale. J'en passe et des meilleurs. Sachant que, vous avez compris qu'on lâche un peu de gaz qu'on a en France, pour le donner à l'Allemagne, pour que l'Allemagne produise de l'électricité avec ses centrales à gaz, qu'elle nous importe, puisque nous étions en 2018, nous exportions 10%, nous étions encore jusqu'en 2020 le premier pays exportateur en Europe et dans le monde en électricité. Depuis cette année, dans les chiffres sont édifiants, nous allons être en solde importateur. Parce qu'en fait, l'électricité, le système d'électricité, c'est tous les jours, vous avez des importations et des exportations. On est obligé, pour équilibrer les réseaux, on récupère de l'électricité des autres pays, on importe, on exporte, donc vous avez des échanges continuels. Et la France a toujours été en solde exportateur. On exportait 10% de nos... On avait un solde exportateur de l'ordre de 10% de notre production électrique qui partait. Cette année, nous allons être en solde importateur. Alors, pourquoi? Parce que au moment où on aurait pu faire beaucoup d'argent, parce que comme il y avait le prix spot qui explosait, il y a l'autorité de sûreté nucléaire qui a dit: oh là là, il y a des tuyaux dans un système de sécurité secondaire qui ont des petites corrosions de 1 mm, et là, ça peut être très dangereux pour la centrale nucléaire. Alors que ce n'est pas le réacteur nucléaire, c'est le système de sécurité dans l'hypothèse où la centrale nucléaire a un problème, c'est si tant est que cette corrosion sous contrainte puisse évoluer. Enfin, bref, ils ont... Alors, dans les 56 réacteurs, donc on met les deux, il y en a 56. Sur les 56, il y en avait qui étaient à l'arrêt, parce que tous les étés, on profite de l'été, il y a moins besoin d'électricité pour faire les arrêts pour entretien habituel, ça dure 6 mois, etc., la maintenance, ou soit la maintenance, ou alors ce qu'on appelle le carénage, en fonction. Et puis il y a eu un nombre très important de réacteurs nucléaires qui ont été arrêtés à cause de ces corrosions sous contrainte.
qui ont été obligés par l'autorité de sûreté nucléaire, qui a dans ses organismes des antinucléaires notoires. J'ai une petite question là, Oui. d'une personne qui est à l'extérieur. Qu'en est-il de Flamanville? Où est-ce qu'on en est? Alors Flamanville, ça c'est pareil. Flamanville, il faut expliquer l'histoire de Flamanville. Il y a des gens d'EDF qui expliqueraient bien mieux que moi, mais globalement, c'était un projet avec les Allemands, Flamanville. Ils voulaient faire de l'EPR une sorte de Airbus, une Airbus franco-allemande de l'énergie. Et donc il y avait Siemens qui était dans le dispositif, et Framatome, et tous les acteurs. Et en fait, ils ont fait en sorte que ce soit un gros... Parce qu'en fait, nos réacteurs nucléaires, ils font 900 MW. Et les derniers, 1300. Et là, ils ont voulu faire un 1650. Mais en fait, plus vous augmentez la puissance du réacteur nucléaire, plus vous avez d'emmerdement. En fait, on arrive à un seuil. Le seuil, il est autour de 1300-1400, en gros. Et quand vous cherchez du 1650, en fait, les emmerdements sont exponentiels. Et donc, on a voulu faire un mastodonte, et notamment pour assurer la protection, ce qu'on appelle des enceintes de confinement, pour éviter, en cas de pépin, qu'il y ait une émission dans l'atmosphère des particules radioactives. Et donc, l'autorité de sûreté nucléaire a dit « Ah oui, mais il y a des soudures, parce qu'il y a des tuyaux qui traversent les deux enceintes, il y a des soudures qui ne sont pas parfaites. » Et bon, comme il y avait une petite distance, un petit vide, ils n'avaient pas prévu le coup, quoi. Donc il fallait trouver une technologie pour aller refaire les soudures dans un réduit comme ça d'espace entre les deux enceintes de confinement. Ça a mis un temps fou. Voilà, donc Flamanville, normalement, devrait fonctionner dans 1 ou 2 ans. Mais après, c'est un prototype, hein, c'est un numéro 0 d'une nouvelle série. Parce que le problème fondamental, c'est que les Russes, dans leur fabrication de centrales nucléaires, je vais prendre la R5, ou la Twingo, ou la Clio. Quand vous avez une Clio, vous faites une Clio, puis vous avez le premier modèle, puis après vous avez le modèle 2020, le 2022, le 2024, etc. Ben, c'est pareil pour les Russes. Les Russes, ils ont une centrale nucléaire, ils l'améliorent un tout petit peu, et puis 2 ans après, ils en reconstruisent une autre, ils l'améliorent un tout petit peu, ils refont des aménagements, mais très très faibles. Tandis que nous, on n'a pas construit de centrale nucléaire depuis 20 ans. Donc on a fait un saut technologique. Donc, outre le fait qu'on on savait plus faire. C'est ça. Donc on n'a pas eu le transfert de technologie des ouvriers qui avaient fait les centrales, on va dire, je crois que la dernière c'est en 97. Donc il aurait fallu prendre les équipes de 97, et en 2001, vous savez ce qu'il avait fait, Chirac en 97, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait dissous l'Assemblée nationale, qui avait arrivé la gauche plurielle au pouvoir, et que Jospin, il pouvait pas gouverner sans les Verts, qui étaient anti-nucléaires, Dominique Voynet. Évidemment, donc là, on a perdu un temps fou, on a fermé Superphénix, et puis on n'a pas pris de décision. Jospin, il n'a pas voulu prendre de décision de réouverture d'une centrale nucléaire, donc on a perdu 4 ans. Et c'est Sarkozy Chirac, qui a relancé le processus de reconstruction. Mais le temps que ça se passe, on a été planté, donc on a eu ce saut technologique avec la perte de compétences. Et ensuite, en 2012, on a eu la loi qui a dit qu'il fallait baisser la part du nucléaire à 50%. Et comme dit Jean-Bernard Lévy, qu'il a dit au MEDEF, il dit attendez, on va quand même être très clair. Moi, j'ai un gouvernement qui me dit qu'on va fermer des centrales nucléaires. Vous ne croyez quand même pas que je vais aller engager du monde? Alors, j'engage du monde pour fermer des centrales nucléaires. Je n'engage pas du monde pour construire des centrales nucléaires. Parce que Macron voulait, faire de Jean-Bernard Lévy le bouc émissaire en disant non, c'est Jean-Bernard Lévy qui n'a pas pris les décisions. Et vous avez fait une loi qui est toujours en vigueur, qui est la baisse du nucléaire. Vous n'allez pas me reprocher, moi, patron d'EDF, de ne pas avoir engagé, je dis, si vous me dites qu'il faut engager des gars, je suis ravi, je le fais, mais il ne faut quand même pas inverser les choses. Voilà. Et il s'était viré, oui. Et sur la perte de compétences aujourd'hui dans la filière nucléaire, je vois parce que j'ai un client qui travaille dans ce secteur-là, en ingénierie,
Ils ont énormément de mal à recruter des jeunes ingénieurs parce qu'on leur dit en école qu'il ne faut surtout pas aller dans le nucléaire. Ben oui. Il faut aller dans le renouvelable, c'est beaucoup. Le renouvelable, plus c'est complètement dérisoire. Ouais. C'est rien. Renouvelable, c'est une technologie extrêmement médiocre. À côté du nucléaire, ça n'a absolument rien à voir. Oui. Est-ce que vous connaissez l'ingénieur minière qui s'appelle Aurore Stéphane? Non, ça ne me dit rien. Ça vous dit rien? C'est une ingénieure minière qui a fait pas mal de conférences dernièrement. Ah oui, j'ai vu. J'ai vu sur Twitter un passage où elle explique la différence sur les besoins en métaux. Oui, elle est très bien. Elle explique que concernant tout ce qui est renouvelable, justement, donc tout ce qui est panneaux solaires, éoliennes et tout ça, le nombre de terres rares différentes qu'il faut, et que en fait chaque mine ne peut pas retirer toutes les terres rares nécessaires. Ils sont obligés de faire une mine par terre rare. Et donc elle explique en fait que si on met en place, comme vous disiez tout à l'heure, 15 000 éoliennes pour remplacer une centrale nucléaire, il va falloir augmenter d'autant le nombre de terres rares, donc le nombre de mines à aller piocher, tout à fait, avec toutes les conséquences environnementales, écologiques que ça amène. Exactement. Après, il y a l'autre problème aussi, c'est le béton. Le béton, le sable, il est retiré sur les plages. On ne peut pas se servir, soi-disant, du béton du désert, pourtant il serait bien, parce qu'il y en a plein, mais apparemment, d'après eux, on ne peut pas se servir du... Non, mais le granulat, donc on fait des extractions de granulat, il y en a du côté de Noirmoutier, sur les plages, dans des milieux, mais c'est après, comme quand les granulats, ça allège les plages. Ça allège les plages. C'est ce qui se passe actuellement à Noirmoutier. Voilà, ça abîme les côtes, ça fait reculer les côtes, ça les fait descendre, et après on dit aux gens, vous ne pouvez plus habiter en bord de mer, parce que là c'est une zone machin, là votre maison elle va s'effondrer, elle va s'effondrer avec le... C'est parce qu'effectivement ça coûte assez cher maintenant. Voilà, c'est une aberration écologique au niveau du béton, c'est une aberration écologique au niveau des terres rares, c'est une aberration aussi de respect pour les gens qui ramassent ces terres rares. Puisque là, on parle de la Chine et tout ça, des Ouïghours. Mais c'est des Chinois. Il y a aussi des gosses au garrot. Il y a aussi des gosses. Oui, mais c'est des gosses. De toute façon, on est trop sur Terre, donc il faut moins de... Voilà. Donc, s'ils peuvent aider, mais s'ils peuvent aider à sauver les autres, c'est pas très grave. Après, pour revenir sur ce que vous disiez sur le décarbonage, on représente, alors l'Europe ne représente que 10% en fait des émissions. Alors, moi franchement, quand on parle d'émissions de carbone, moi je hurle parce que le carbone est indispensable à la vie. Mais bon, c'est pas le sujet, voilà. On représente pour l'instant 10%, l'Europe 10% en fait des émissions de CO2 du monde. La France, 1%. Oui. C'est 10%, d'accord? Oui. Pourquoi? Parce qu'on a, comme vous disiez, on a désindustrialisé, et en désindustrialisant, on a confié à la Chine, en fait, le soin et le rôle de faire justement ce travail pour nous. À la COP26, ils ont autorisé la Chine à augmenter jusqu'en 2027 ou 2030 leurs émissions de gaz carbonique. Justement parce qu'il faut aller... parce qu'ils ouvrent les centrales au charbon. Voilà, il faut des centrales. Alors l'Allemagne ouvre des centrales au charbon, l'Allemagne ouvre des mines, l'Allemagne et la France... Et donc pour compenser les émissions de CO2 de la Chine qu'elle fait avec ses centrales au charbon pour fabriquer les éoliennes, on installe les éoliennes dans notre pays. Et on rouvre Saint-Avold. et on rouvre Saint-Avold qui est une centrale au charbon. Tout à fait. Y a-t-il d'autres... Oui. Ça a une durée de vie de combien, une éolienne? 20 ans. 20 ans à cause du facteur de charge qui diminue, puisque vous avez 20% au bout d'un an, 15% au bout de 10 ans, 10% au bout de 15 ans. Donc au bout de 20 ans, en fait, les systèmes, les rouages qui sont dans la nacelle de l'éolienne ne fonctionnent plus, donc c'est usé, donc ça ne produit plus d'électricité. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Comme vous formez des parlementaires, est-ce que vous avez l'espoir que bientôt les scandales que vous avez exposés éclateront au grand jour? Oui. Alors, actuellement, il y a une commission d'enquête qui a été ouverte à l'origine par le député Olivier Marlex. LR. Ils sont nommés parce que là, on est quand même dans la plus grande des forfaitures. Attendez. Non. Olivier Marlex donc, a fait une enquête sur Alstom, il a écrit un bouquin, il a fait une commission d'enquête et il a ouvert une commission d'enquête sur l'énergie et sur le scandale de l'énergie. Il s'avère que, je ne vais pas rentrer dans les détails des raisons pour lesquelles j'ai les informations, je ne veux pas non plus, mais je suis très informé.
Et d'après ce que j'ai compris, Olivier Marleix avait déposé une résolution visant à enquêter de 2012 à aujourd'hui. Et ils ont réussi en commission à élargir la temporalité de la commission d'enquête. Ils l'ont placé de 2012 à aujourd'hui, à 2001 à aujourd'hui. Ce qui permet de mettre le gouvernement Chirac et Sarkozy. En faisant ça, chacun va vouloir protéger les autres et neutraliser l'ensemble. Ce qui permet de mettre le gouvernement Chirac et Sarkozy. En faisant ça, chacun va vouloir protéger les autres et neutraliser l'ensemble. Voilà ce que j'ai des premiers travaux. Et on m'a dit, je crains fort que la commission d'enquête soit déjà stérilisée. Ils sont partout. Ils sont partout. Nos services de sécurité. Comment? Que font nos services de sécurité au niveau du... Alors c'est très intéressant parce que... On parle de sûreté nucléaire, on parle donc de protection des sûretés, et normalement, de mémoire, par expérience, je sais qu'on a des unités qui veillent au grain sur ce sujet-là, et qui ont normalement tout pouvoir. Que Oui. Que font-ils? Bah, ils font rien. Là, excusez-moi, vous parlez de l'armée, mais sinon, je connais rien. Oui, tout à fait. Bah, en fait, vous avez... Il y a un acronyme avant qui s'appelle la DPSD. ce qui veut dire... Direction de protection, sécurité, défense. Oui, alors, vous savez... Non, mais, vous savez... Dans mon livre sur le nucléaire, le deuxième chapitre, c'est la guerre. Le dernier chapitre, chapitre 10, c'est l'Allemagne nous a déclaré la guerre énergétique. Ça s'appelle comme ça. Il s'avère que j'ai un ami très haut placé à qui je donne mes informations, c'est mon honorable correspondant, et il m'a dit l'Élysée a beaucoup aimé ton chapitre 10. Donc j'explique, chapitre. Moi je fonctionne en notes de synthèse. Hein. Tout ce que je fais, c'est des notes de synthèse. En fait, il faut comprendre que ma façon d'écrire des livres, c'est des notes de synthèse qui peuvent être lues par le concitoyen et par un homme d'État. Voilà, donc ça doit être lisible par tout le monde, avec des sources documentées, et ça doit être lisible par un député, un ministre, un conseiller de ministre ou le citoyen. Je me suis rendu compte que de toute façon c'était pareil. Aujourd'hui, le niveau de compréhension d'un sujet, il est équivalent entre le citoyen de base, donc des partis, et le gars au gouvernement. C'est affolant. Avant, on avait un delta, c'est-à-dire que le niveau intellectuel, c'est pas pour... mais le citoyen, il était vraiment informé. L'élu, le gars, il avait vraiment un niveau intellectuel qui lui permettait d'être un homme d'État. Et mon correspondant me dit ça a été beaucoup apprécié, ton chapitre 10. Ah, je dis ah bon, pourquoi? Ah parce que c'est bien écrit, c'est une synthèse. Je dis non mais attends. Il me dit je l'ai transféré au service des affaires étrangères de l'Élysée. Et ils disent ont bien aimé. D'ailleurs, ça a eu des conséquences quelques jours après, etc. J'ai dit puis après on a eu une conversation dans le train un jour, j'ai dit non mais tu me fais peur. Ça a été bien aimé, mais vous n'êtes pas capable, vous n'avez pas ça? Ah non. Je dis mais la DGSI, service secret, il n'y a pas un service de guerre économique. Ah non, on n'a pas ça. Non, l'utilité à ce niveau-là, c'est comme les renseignements généraux, mais ils font des remontées d'informations, mais ils ne font pas des notes de synthèse comme tu as fait pour analyser et prendre des faits, etc. C'est plutôt bien, hein, c'est bien fait. Et je lui dis, mais l'ambassade d'Allemagne, ah non, eux ils sont vendus aux Allemands, donc ils vont pas... Et ça fait peur. Donc, ça fait très peur, Il y a... Ben non, parce que la DGSI s'intéresse plus aux survivantistes d'extrême droite ou les fascistes d'extrême droite qui vont faire la révolution que les terroristes ou que les antinucléaires qui sont au cœur du pouvoir et qui ont infiltré. Donc j'ai une petite lueur d'espoir pour un des services qui est, voilà, j'en dirai pas plus parce que ça sert à rien,
Mais oui, il y a quand même une prise de conscience, mais extrêmement légère, parce qu'il ne faut jamais oublier que le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les politiques qui dirigent tout. Vous pouvez avoir des services secrets ou des services qui vont faire des ponts, des notes, etc., etc. Et puis, ils vont pendre le truc, ils vont dire attention, il y a un problème, attention. Ils vont faire, mais si, dans la temporalité médiatique, ça ne correspond pas à ce qu'a envie de dire le ministre ou le président, eh ben ils vont effacer. Il y a une négation de la réalité. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays gouverné par la négation de la réalité. On dénie la réalité. C'est pour ça que mon cas, ça va être nucléaire, les vérités cachées. D'ailleurs, en 2002, pour le moment des élections présidentielles, la montée du FN était absolument connue par les services de police, mais ça n'est jamais monté jusqu'à l'Oscar. Oui, c'était bloqué avant. Oui, mais c'était bloqué avant. Il y a voilà, donc si vous voulez, le problème c'est que, et puis que ce soit les députés, les sénateurs et autres, il y a un véritable problème. Comme moi j'entends à l'Assemblée nationale, peu importe, que ce soit la France Insoumise, ils racontent des conneries. Oui, ils basent un raisonnement politique sur des choses qui sont fausses, ultra fausses, mais comment ? C'est même pas un raisonnement, c'est même plus qu'il n'y ait pas que l'idéologie. Et quand vous discutez avec... moi j'ai discuté avec mon député qui savait être un député de la République En Marche avant qu'il soit élu, un petit jeune, et au marché, vous discutez avec lui, commencez à discuter, il m'a raconté n'importe quoi. C'est quoi sur les éoliennes? Il dit oui, on est capable. Puis nous, non, vous ne savez pas. Excusez-moi, mais vous ne savez pas, je vais vous donner mon bouquin. Donc j'ai envoyé mes bouquins à tous les membres de la commission. J'ai un député qui m'a envoyé un mail. Un sur les 30. Et ils ne m'ont pas appelé pour m'auditionner. Et je crains fort qu'ils vont tout faire pour... Parce qu'ils ne veulent pas qu'on dévoile. Parce qu'une commission d'enquête, j'ai déjà été auditionné par une commission d'enquête en 2019, et vous prêtez serment, c'est enregistré. Ils ont parlé de ça. Donc ils ne vont pas inviter des gens qui vont dévoiler des choses épouvantables. Alors il va y avoir heureusement une autre commission d'enquête qui a été ouverte sur l'influence étrangère dans la vie politique française. Et là on va se rattraper. Alors, attendez, peut-être une dernière question, puis ensuite, en boîte 2, alors, il y a monsieur. Je propose de dire comment être si optimiste dans ce que vous venez de dire là, alors qu'on voit de manière flagrante que tout est complètement pourri, quoi. En quoi vous êtes optimiste par rapport à ça? Moi, d'abord, j'ai une nature optimiste. Voilà, j'ai une nature optimiste. D'abord parce que... Pourquoi je suis optimiste? Alors, je suis optimiste et pessimiste. C'est normal, peut-être d'un coup, peut-être d'un coup. Je suis dans le en même temps. Non, alors, je suis très pessimiste. Parce qu'en fait, on a beau informer et le bateau coule et ils n'écoutent pas. Donc ça, effectivement. Et je suis surtout pessimiste. Mon analyse, c'est peut-être l'objet d'un polémique, mais mon analyse, c'est que je ne vois pas comment, si je fais géopolitiquement, je prends pas je prends même pas les élus, c'est même pas important, je ne vois pas comment on ne peut pas être en grave tension avec l'Allemagne. En fait, je ne vois pas, parce que nos intérêts vont être complètement divergents. D'abord, l'Allemagne est en train de construire son armée, comme ils l'ont dit, il dit on n'est pas entouré d'amis. Et d'amis, quoi. Et ils ont acheté tout. Ils achètent aucun matériel français, aucun. Donc, comment? Surtout une renonce aux coopérations. Ils renoncent à toutes les coopérations. Donc, les autres naïfs fédéralistes, là, Mitterrand, Gerhard, non, c'était pas Gerhard Schröder, c'était Helmut Kohl, tout ça. Donc, je sais pas, Macron, il doit être encore en train d'embrasser, je sais pas, ou Olaf Scholz, ou comme il fait avec Zelensky, quoi. Voilà, il croit que tout le monde l'aime, etc. Donc c'est un affectif, donc il se fout de notre gueule. Donc en fait, je suis pessimiste dans notre relation avec l'Allemagne.
le problème, c'est que c'est comme la ligne Maginot, on va tout régler avec la ligne Maginot, ils passeront jamais par la Belgique, voilà, c'est leur raisonnement. Ils ne vont jamais nous couper l'électricité, donc non, ils ne couperont jamais l'électricité. Ah ben, ils vont couper l'électricité. Ben non, mais c'est ce qui est quand même arrivé avec la ligne Maginot. Bon, alors, donc ça c'est mon pessimisme. Après, j'ai un optimisme parce que ça fait quand même 12-13 ans que je combats. Et avant, j'étais dans mon petite éolienne, dans mon petit jardin. Vous voyez, je m'occupais de mon éolienne. Et en fait, j'ai vu la guerre énergétique se mettre en place. En fait, au début, c'était un petit problème de jardin, l'éolienne dans le jardin. Et maintenant, c'est un enjeu géopolitique. Et je dirais que là-dessus, je suis optimiste parce que, vous savez, d'abord, dans une guerre, il faut identifier qu'on est en guerre. Et quels sont nos ennemis. Là-dessus, je sens qu'il y a une prise de conscience. D'abord, comment? Non, je dis, ah bon? Non, mais attendez. Vous savez, dans toute guerre culturelle, on fait d'abord la guerre culturelle, mais après, il y a la guerre politique, ça vient à la fin. Donc, vous n'en avez peut-être pas conscience, mais moi, dans les gens que je côtoie, je constate qu'il y a de plus en plus de leaders d'opinion, de plus en plus de gens de tout profil. Là, j'ai encore tout récemment 2 personnes qui sont venues voir de high level, de capitaines d'industrie ou de chefs d'entreprise, inquiets. Et donc, on commence à sentir, je commence, si vous voulez, à sentir que c'est en train de dépasser. Là, ça y est, il y a un électrochoc. Alors, il s'est passé quand même quelque chose aussi, c'est qu'au Sénat, les sénateurs LR ont trahi avec la loi renouvelable, puisqu'ils avaient fait une réunion avec... moi, je côtoie tout le monde. Attendez, je précise un truc. Moi, je côtoie tout le monde. LRN, LR, RN, bon, la France Insoumise, c'est plus compliqué. Europe Écologie Les Verts aussi. Parti communiste. Donc, mon bouquin, il y a une... Je suis plutôt à droite, mais mon bouquin, j'ai eu des recensions dans l'Humanité, ils m'ont dit super bouquin, etc. Mes bouquins ont tous été cités dans l'Humanité. Oui, parce que je dis des choses sympas sur le Parti communiste et le Front populaire, je suis content. Non, mais moi, je m'entends avec tout le monde. Je pense même, si vous voulez, que l'Union nationale... Parce qu'il faut quand même être vraiment conscient d'une chose. Sans énergie, il n'y a pas de pays. C'est le cœur. Il y a évidemment la question civilisationnelle de la population. Si vous transformez une population et vous faites un grand remplacement, ça peut être un problème. Mais il faut bien oublier que sans énergie, il n'y a pas de pays. Pas d'énergie, c'est pas d'industrie, c'est pas par l'armement de la guerre, c'est rien. C'est pas de souveraineté alimentaire, c'est pas de... Donc la souveraineté, c'est l'économie. D'ailleurs, pourquoi ils veulent détruire notre énergie? Parce qu'ils veulent nous faire devenir un pays du tiers-monde. C'est tout. Ils veulent nous tenir en esclavage. Là-dessus... C'est qui à part les Allemands, vous avez parlé, c'est qui? C'est les Américains, les Allemands, mais c'est le mondialisme. Oui, mais par exemple, c'est pas un pays, c'est... Mais pourquoi le mondialisme ne peut pas tenir l'Allemagne en esclavage? Pourquoi la France? Mais parce que la France, c'est un pays... parce que la France, c'est le pays fille aînée de l'Église, parce que c'est un pays de la culture, parce qu'il y a des pays clés et que la France fait pas. Parce que la France détient la bombe nucléaire, parce que la France est un spécialiste de l'énergie nucléaire et que l'énergie nucléaire, c'est l'énergie de demain. Donc il ne faut surtout pas, parce que les Russes, parce que nous sommes alliés aux Russes nous sommes alliés aux Russes, il faut comprendre ça. Dans la guerre en Ukraine, il n'y a aucune sanction sur l'industrie nucléaire. Aucune. Les Allemands ont essayé par tous les moyens de faire en sorte qu'il y ait des sanctions sur le nucléaire, et ça on s'y est opposé fermement. Pourquoi? Parce que nous achetons l'uranium enrichi à la Russie, et la Russie achète nos turbines à Ravenne qu'on fabrique. Les Russes ne peuvent pas construire leur centrale nucléaire sans les Français. Et nous sommes alliés avec les Russes. Non, ils peuvent construire leur centrale nucléaire, ils ont leur propre fabricant de centrale nucléaire, mais nous avons beaucoup de Français dans le dispositif de construction des centrales nucléaires russes. Donc, voilà. Cela étant, nous avons perdu 2 marchés.
J'avais été interrogé par la Hongrie, par la radio hongroise. Ils ont dit l'autre jour, je leur avais dit ce serait bien que vous achetiez nos centrales. Ils n'ont pas retenu ça dans mon interview. Un mois ou deux après, ils ont annoncé qu'ils achetaient les centrales russes. Les Polonais, ils achètent les centrales américaines. Voilà, encore des Européens. L'Europe est morte, en réalité. Oui. Moi, je voudrais descendre d'un cran et pas faire de géopolitique et du local, entre guillemets. Oui, bien sûr. Voilà. J'ai l'impression, moi je viens de notre partage, j'ai l'impression que les populations sont contre les parcs nucléaires, les parcs éoliens, etc. Et que finalement, ils se disent on ne peut plus rien faire. On ne peut rien faire et donc, laissons faire. Et ça, c'est la première des choses que j'entends. Que vous identifiez? Oui, que j'identifie. Et deuxièmement, c'est aussi une source d'emploi. Si je prends Cherbourg, vous avez des industries qui se sont implantées sur Cherbourg pour les fameuses pannes éoliennes. Oui. Et qui emploient environ 1800